bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de notre débat. L'Europe est-elle prête à faire face à une éventuelle guerre de haute intensité? L'armée française vient d'achever un exercice d'une ampleur inédite depuis la guerre froide avec 20 pays alliés. Avec nous pour en parler, Pierre de Jong, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, ancien colonel des troupes de marine dans l'armée française, spécialiste de géopolitique. Et je rappelle l'un de vos livres phares, Poutine, Lord of War, Seigneur de guerre. C'est chez Mareuil Éditions. En direct de Bruxelles, Federico Moro, bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Et en direct, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de défense européenne. Et vous venez de publier un article intitulé « Mourir pour Zilupe, la guerre qui vient ». Zilupe, c'est une ville en Lettonie, l'un des pays baltes qui jouxte la Russie. Article à lire dès demain, donc. On commence, messieurs, avec l'opération Orion. Plus de 12 000 soldats français, 20 pays alliés ont achevé la semaine dernière, jeudi, 4 mois de simulation avec une ligne de front imaginaire dans l'est de la France, entre Suippes dans la Marne et Mailly-le-Camp dans l'Aube, pour être précis. Lola Colomba, notre reporter, a suivi le début et la fin de ces exercices grandeur nature. Voici son reportage. Au cœur de la campagne, dans l'est de la France, nous pistons les blindés. Ils arrêtent. Conduits par un lieutenant chargé de la communication de l'armée tricolore. Sur ce vaste terrain militaire, le 1er régiment de chasseurs simule une reprise de territoire face à des miliciens alliés à une puissance adverse, dénommée Mercure. Et là, il y a un gros découvert, donc on est très vulnérable. On va demander confirmation aux OAC là, mais pour moi vous avez été détruit. Toute la zone ici, concrètement, là, elle est cramée. Elle est prise très clairement par la force française. Très bien. Okay, super, merci pour la confirmation. La France, à la tête de la coalition Orion, reprend les lieux attaqués par son ennemi expansionniste. On fouille la zone après avoir été monté à l'assaut sur la zone pour chercher du renseignement sur ce qu'on aurait pu éventuellement détruire ou qui pourrait nous aider dans la suite de l'action. Un scénario fictif, mais que l'armée souhaite le plus crédible possible. Pour la phase finale de l'exercice Orion, le plus important mené sur le territoire français depuis la fin de la guerre froide, 12 500 militaires et 1800 véhicules tactiques sont mobilisés sur 3 semaines. Il est difficile de faire plus réaliste en termes de fatigue, puisque c'est des combats qui sont éprouvants, qui sont la journée, la nuit également. Les combats continuent la nuit, la préparation des ordres. Pour simuler le déploiement des troupes au sein de l'OTAN, des soldats étrangers prennent part à l'exercice. Belges, Grecs, Italiens, Espagnols, Allemands, Néerlandais et Luxembourgeois. Nous retrouvons la brigade Aragon. Pour communiquer avec leurs alliés, le capitaine et ses hommes alternent entre l'espagnol, l'anglais et le français. Nous sommes des pays proches et nous avons un partenariat qui dure depuis des années. Plus que jamais, nous devons partager nos procédures, nous rapprocher et créer de la fraternité au sein de nos armées. Un escadron amène un convoi de prisonniers. Nous ne sommes pas autorisés à les filmer. Ils sont peut-être, nous dit-on, dans un état physique dégradé. Au sein de l'armée française, personne ne désigne Mercure, la force adverse, comme étant la Russie. On ne se pose pas la question aujourd'hui dans un tel scénario de savoir qui pourrait être qui, mais vraiment de pouvoir se mettre dans des situations qui peuvent arriver partout dans le monde. Aujourd'hui, on est focalisé sur les processus, sur la façon d'agir et non pas sur un cadre géopolitique particulier. Mais l'hypothèse d'une offensive de Moscou contre un autre pays européen est dans tous les esprits. Au-delà de l'exercice militaire, Orion est un message envoyé au reste du monde. Les Européens, la France en tête, seraient prêts en cas de conflit. Reste à voir ce qu'il en serait si les balles n'étaient pas tirées à blanc. Le vieux continent manque toujours cruellement de munitions. Voilà pour ce reportage exceptionnel de Lola Colomba. Pierre de Jong, Lola n'a pas obtenu la réponse de la grande muette, mais vous allez nous le dire. Qui est Mercure? C'est la Russie? Écoutez, si j'étais officier, je vous dirais qu'on n'en sait rien, que le cadre géopolitique n'est pas très important, puisqu'on forme pour la procédure, on forme sur la procédure, on forme le système de commandement et on voit, en fait, on aguerrit les hommes, puisque cet exercice dure quasiment 3 mois, de février, mars, avril. Quasiment 4 mois, ouais. 3 mois et demi, plus les préparations. Donc c'est ça le cadre général. Maintenant, quand on regarde une carte, qu'on voit l'exercice, un exercice d'intervention au profit d'un allié, qui est lui-même agressé par, il s'appelle Mercure, bon, il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que c'est la Russie.
Russie. Mais maintenant, c'est pas très utile, ça je veux dire. Mais moi, ça me fait plaisir de le dire, donc je veux dire que c'est la Russie. Et je vois que ça vous fait plaisir aussi. Bon, Frédéric Moreau, le 9 avril dernier, le chef d'état-major des armées en France, le général Fabien Mandeau, rappelait qu'une guerre ouverte avec la Russie pourrait avoir lieu dans 3 ou 4 ans, que c'était un risque réel. Pourtant, Vladimir Poutine, lui, dit qu'il n'a pas l'intention d'envahir un pays européen. Oui. Qui croit encore Vladimir Poutine? Le même Vladimir Poutine avait dit qu'il n'avait aucune intention d'envahir l'Ukraine. Je veux dire, Poutine est un menteur, voilà, ça ne fait aucun doute. On ne peut pas accorder de crédibilité aux paroles de cet homme qui joue de toutes les manipulations possibles, psychologiques et géopolitiques. Alors, si Vladimir Poutine décide d'envahir l'un des pays baltes, Frédéric Moreau, je vous pose la question, puisque c'est la question du débat. Les Européens sont-ils prêts à faire face à une autre invasion et à une guerre de haute intensité avec la Russie? Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il faut bien distinguer la guerre conventionnelle et la guerre sous menace nucléaire. Si Poutine envahit un pays balte, ma thèse, c'est qu'il le fera dans les mêmes conditions qu'il a fait pour l'Ukraine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sanctuarisation agressive. En d'autres termes, le but d'envahir de Poutine, enfin, l'objectif qu'aurait Poutine d'envahir un pays balte, ce serait peut-être d'agrandir, de retourner à l'empire russe. J'y crois pas trop. Ça serait surtout le fait de prendre un gage territorial et de dire aux Européens, maintenant, vous arrêtez de soutenir l'Ukraine militairement et financièrement, sinon je continue. Et si vous essayez de m'en empêcher, alors de toutes les façons, je mets mes forces en état nucléaire, en état d'alerte maximale, et vous allez bien voir ce que vous allez bien voir. Ce qui a tétanisé la réaction des Européens et des Américains sous le mandat de Biden pour venir en aide aux Ukrainiens, c'est bien ce que l'on appelle le bruit nucléaire, c'est-à-dire laisser supposer que si jamais vous faites quelque chose contre moi, contre mes intérêts vitaux, eh bien, vous risquez de déclencher une escalade nucléaire. La Russie est très à l'aise dans la guerre nucléaire. Du reste, enfin, plus exactement, dans l'escalade nucléaire, elle a modifié sa doctrine en 2024, expressément pour dissuader les Occidentaux de rétorquer. Alors, donc la question, elle se pose sur les deux tableaux, nucléaire et conventionnel. Nucléaire et conventionnel, c'est intéressant parce qu'effectivement, on poursuit ce débat sur cette question. À l'heure où les guerres sont de plus en plus hybrides, colonel Pierre de Jong, les Européens sont-ils prêts à faire face à une guerre de haute intensité? Sortons, si vous voulez ou pas d'ailleurs, de la Russie, parce que vous disiez, vous, tout à l'heure, que non pas que là n'était pas la question, mais si on pose la question, il faut parer à toute éventualité. Les Européens sont-ils prêts? D'ailleurs, politiquement, chacun ne va-t-il pas faire cavalier seul? Est-ce qu'ils ont les moyens militaires, les troupes? Lola le rappelait qu'il manquait de munitions, notamment, Lola Colomba? Évidemment que non. Et on sort d'une période incroyable. Vous savez, en France, c'est le plan Armée 2000 qui a étrillé les armées. Je parle de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. À l'époque, on avait 900 chars. Aujourd'hui, on en a 200. On a fermé les chaînes de montage du Charles Leclerc en 2007. On fabrique plus de pièces. Alors, on montrait quelques-uns sur les écrans. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, si, quand même, non? Pardon? Depuis l'invasion de l'Ukraine? Ah non, ça n'a rien changé. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on est un pays, je prends de la France, on est un pays très endetté. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a tous signé au sein de l'OTAN une augmentation des budgets pour monter globalement les Français de 3% de la part du PIB à 5%. Mais on est loin du compte. Aujourd'hui, le budget de la défense française, c'est 54 milliards d'euros. Les Allemands sont en train de monter à 150 milliards d'euros. Donc on voit qu'en fait, le fait d'être endetté nous plombe. Maintenant, la France a un avantage. On a de l'armement nucléaire, on est les seuls à l'avoir. On est doté, comme on dit. Premier point. Deuxième point, c'est une armée qui est vaillante, puisqu'en fait, elle mène des opérations depuis pas mal d'années. Donc en fait, la France, et c'est ça le but de l'exercice, la France se positionne comme ce qu'on appelle une nation cadre. Donc, par exemple, s'il y avait un conflit en Europe, quel qu'il soit, ou dans le monde, quel qu'il soit, si les Américains ne sont pas avec nous, les Français réclameraient, au nom de leur expérience, le titre de nation cadre, ce qui les ferait commander l'ensemble du système. Et les Européens, au-delà d'Orion, puisque là on a vu une unité, il y a même eu ce mot de prononcé par ce soldat en anglais qui dit de fraternité, il dit brotherhood, fraternité. Est-ce que les Européens peuvent s'unir, on sait qu'ils ne sont pas souvent d'accord, mais militairement,
Est-ce qu'ils peuvent s'unir? Mais non, c'est un vieux rêve. Le problème, c'est que, vous savez, on court derrière quelque chose qui n'existe pas. La création d'une armée, c'est extrêmement technique. On met des dizaines et des dizaines d'années, ça ne se décrète pas. Donc il faut des armées qui soient en volume suffisant, avec des participations, je dirais, à égalité, en fonction, mais évidemment, de la richesse des pays, du PIB, etc. Il faut de l'entraînement, il faut une langue commune, etc., etc. Donc encore une fois, aujourd'hui, on est loin du compte. Donc là, un pays comme la Pologne ne compte pas forcément sur les Européens et plus sur les États-Unis? Alors exactement. C'est là que vous touchez le doigt des particularismes européens. C'est qu'on voit qu'il y a deux États européens qui se détachent. Alors la France est dans ce monde particulier. Les Britanniques sont dans leur monde particulier. C'est une armée qui est en perte de vitesse parce qu'en fait, après la guerre en Irak, ils étaient complètement laminés, comme on dit. Donc il y a deux pays qui émergent. Un, c'est la Pologne qui a décidé d'avoir la force conventionnelle, en tout cas la plus importante en termes de chars, 1400 chars. Ils font d'énormes efforts, ils sont vraiment à la frontière de la frontière. Au passage, je peux vous dire que d'ores et déjà, les Polonais rêvent d'un accord bilatéral avec les Américains, si tant est qu'il y ait une diminution de la structure ou du modèle otanien, et puis les Allemands. Les Allemands, aujourd'hui, sont en train de s'autonomiser. Ils annoncent urbi et torbi que dans les 10 ans qui viennent, ils auront la principale armée conventionnelle européenne. Donc voilà, tout est dit. Maintenant, on verra la compétition. Vous voyez bien les Allemands. Ils font pas l'avion du futur, ils font pas le char du futur, etc., etc. Donc vous voyez, il y a toute une série d'environnements. On en parle, il y a une prise de conscience, indéniablement, mais on est loin du compte. Frédéric Moreau, une réaction. Alors, il y a quand même des points forts, peut-être, non, pour les armées européennes pour faire face à une crise majeure, une crise militaire majeure? Oui, effectivement. Le premier problème dans une armée européenne qui n'existe pas aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas non plus rejeter d'un revers de la main, parce que l'armée européenne, au fond, elle existe déjà, c'est l'OTAN. Le seul problème, c'est qu'elle est sous commandement américain. Si les Américains ne sont pas là, nous avons un problème. Nous avons un double problème parce que nous ne sommes pas capables, nous, les Européens, de faire la guerre comme les Américains, c'est-à-dire une guerre très technologique avec une épaisseur de stock très importante. Ça, on n'en est pas capable. Et comme les Ukrainiens financièrement. Et on n'est pas capable de faire non plus la guerre comme les Ukrainiens, parce que ça suppose de perdre 100 000 hommes. Donc il faut que nous inventions notre propre façon de faire la guerre, qui ne sera ni celle des Américains, ni celle des Russes et des Ukrainiens, en prenant en compte aussi ce facteur nucléaire. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la guerre conventionnelle, encore une fois. Ce qui, la France a l'arme nucléaire. Alors justement, la France a l'arme nucléaire et elle vient de faire évoluer sa doctrine dans un sens très positif et très pan-européen. Alors c'est une évolution, c'est pas une révolution, mais la France est en situation de grouper autour d'elle 8 autres pays, donc ce que moi j'ai appelé dans mon article les Nuclear Nine, les 9 nucléaires. Ce qui est important, c'est l'épaulement stratégique. Cet épaulement stratégique permettra à la France, qui est financièrement exsangue, de renforcer sa capacité à pénétrer la défense aérienne russe sans avoir à dépenser. Et ça permettra aux autres Européens d'être les acteurs et non plus seulement les spectateurs de cette conception très intellectuelle, très française, qui ne convainc personne, d'intérêts vitaux à dimension européenne. Donc il y a là quelque chose, le début de quelque chose, c'est un germe, c'est quelque chose qui pourrait donner naissance à quelque chose de très intéressant. Vous savez, ce qui compte principalement dans la défense européenne, c'est la cohésion. Je crois que c'est le maréchal Foch qui disait depuis que je suis à la tête d'une coalition, je suis beaucoup moins admiratif de Napoléon. Donc, au fond, la question dans une alliance, c'est qui décide et comment. Sauf que vous l'avez dit, Pierre de Jong. Jusqu'à présent, c'était les Américains. Donc, les Américains décidaient et tout le monde suivait. Si on retire l'hégémon américain de l'équation, comment fait-on? Ça, c'est problématique. Mais sauf que vous le disiez, Frédéric Moreau, et je me tourne vers vous, Pierre de Jong, c'est qu'en fait, nous-mêmes, nous posons la question dans ce débat. Les Européens ont-ils les moyens de faire face à une guerre de haute intensité? Mais il y a l'OTAN. On en revient toujours au même débat.
Ben oui, en fait, pourquoi aurions s'il y a l'OTAN? Mais alors justement, cette prise de conscience, je dirais européenne... Que c'est le début de la fin de l'OTAN? On met en place un processus. Encore une fois, moi je ne crois pas à une armée européenne comme ça, ex nihilo. Aujourd'hui, il y a des armées nationales et elles se regroupent. L'OTAN n'est pas une armée. L'OTAN, c'est la juxtaposition des armées de 32 pays. Ce n'est pas une armée. Mais si un des pays membres est touché, il y a le fameux article 5 qui est enclenché. Donc... Et encore, je veux dire qu'il n'est pas comptable de ce qu'il met. Donc il faut qu'il participe. Mais il n'est pas comptable. C'est qu'en fait, les Américains peuvent mettre un Zodiac et ça suffira. Encore une fois, il n'est pas obligé de mettre le maximum. Premier point. Le deuxième point, c'est que l'OTAN, 70% de l'OTAN, ce sont les Américains, en matériel, en financement. D'ailleurs, ça risque de bouger bientôt au sommet de l'OTAN en Turquie. Ben voilà, le 24 et 25 juin, il y a la grande discussion. Maintenant, les Américains ne peuvent pas quitter l'OTAN. Ils peuvent, pas la démembrer, en tout cas, ils peuvent l'assécher en considérant qu'il y a moins d'hommes, moins de troupes, moins de ci, moins de ça. La meilleure preuve, c'est que le président Trump a annoncé qu'il y a moins 5000 hommes en Allemagne dans les semaines qui viennent. Et ça, il a le droit de le faire. C'est vrai que c'est assez obscène d'imaginer que les Européens se font payer une défense par les Américains depuis 1950. Enfin, il ne faut pas exagérer. Donc ça va, ça fait 76 ans qu'on est au Et Donald Trump va retirer 5000 soldats américains du sol allemand. C'était prévisible. Donc là, on est tous surpris. Donc maintenant, et je pense que c'est obscène pour les pays aussi riches que les Européens de ne pas prendre en compte, en fait, leur propre politique de défense. Et pour ça, il faut couper le cordon et puis trouver des solutions. Alors, on ne pourra pas le faire comme ça. Parce qu'on est nourri à ça. On est protégé par ça. Mais c'est la panique générale. Aujourd'hui, les États ne peuvent pas, les Européens ont du mal, encore une fois, à quitter quelque part ce parapluie protecteur. D'autant que je reviens sur ce qui vient d'être dit sur les pays baltes, c'est extrêmement important. C'est que le problème, c'est vrai que les pays baltes sont sous la menace directe des Russes, pour toute une série de raisons. Mais le problème, il n'est pas seulement terrestre, il est maritime. C'est qu'en même temps que Trump, il s'occupe de l'Arctique avec la Groenland, autant aujourd'hui, quand Poutine regarde une carte de la mer Baltique, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Kaliningrad d'un côté, et de l'autre côté, il voit Saint-Pétersbourg. Tout le reste est otanien. Ce qui veut dire que lui, il va avoir besoin de rétablir ce qu'on appelle la cohérence géographique pour éventuellement, contrôler la rive sud de la mer Baltique. C'est ça le sujet. Parce que ce n'est pas les pays baltes qui vont changer quelque chose, bien évidemment. Le sujet, il est géostratégique et c'est central de savoir quelles sont les menaces. C'est ça que je veux vous dire. Et on voit Frédéric Moreau qui acquiesce sur ce point avec vous. Merci beaucoup, messieurs. Frédéric Moreau en direct de Bruxelles. Dès demain, on peut vous lire sur l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Mourir pour Zilupe, la guerre qui vient. Zilupe, c'est donc une ville de Lettonie. Merci beaucoup, Pierre de Jong, pour votre éclairage et nous avoir rappelé ce sommet de l'OTAN qui pointe le bout de son nez. Merci à vous.